Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'introduction Simon. Comme il l'a très justement dit, je m'appelle Chloé Rivolet, moi je suis en charge du réseau au sein de la coopérative Tiers-Lieux. Nous sommes une coopérative, et plus précisément une SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, composée de 95 sociétaires. Il y a une trentaine de tiers-lieux qui sont sociétaires de notre coopérative. Nous sommes 6 salariés, nous sommes 6 sociétaires. Enfin, les 6 salariés sont sociétaires de la COP. Et puis au-delà des tiers-lieux, on a évidemment des utilisateurs de tiers-lieux, mais on a également des partenaires externes aux tiers-lieux. Par exemple, on a la MONA, qui est le réseau régional des offices de tourisme. Parce que, vous le verrez dans la suite de ma présentation, les tiers-lieux touchent tout un tas de secteurs d'activité, y compris le tourisme, mais aussi la culture. Donc on a aussi Aquitaine Culture, qui est sociétaire de notre coopérative. Les statuts d'une SIC prévoient qu'on puisse accueillir également des collectivités au sein de nos sociétaires. Aujourd'hui, on a une SPL qui s'appelle Domoland et qui, comme son nom l'indique, est située dans les Landes. Mais nous n'avons pas encore d'autres collectivités au sein de nos sociétaires. On a Cap Science qui est sociétaire, et puis on en a tout un tas d'autres. Je ne vais pas vous faire la liste exhaustive évidemment, mais c'est pour vous montrer un petit peu les différentes facettes que peuvent représenter notre COP. La coopérative Tiers-Lieux existe depuis 2010. Au démarrage de notre structure, c'est surtout quelques espaces de coworking qui, à l'époque, en 2009-2010, commençaient tout juste à voir le jour sur Bordeaux et ses alentours, qui se sont constitués comme ça en espèce de consortium. Il n'y avait même pas du tout de structuration officielle. Simplement une envie d'échanger, de discuter et de savoir comment les uns et les autres avaient fait pour mettre en place ces modèles qui étaient très nouveaux à l'époque. Donc on était vraiment sur l'espace de coworking au démarrage de l'aventure. Donc pour vous en citer deux, il y avait l'Arrêt Minute qui était situé à l'époque à Pomerol. On a tendance à dire que c'est le premier espace de coworking en milieu rural en Aquitaine, en ex-Aquitaine, parce qu'on n'en avait pas repéré d'autres en tout cas à l'époque. Voilà, l'Arrêt Minute qui s'était créé comme ça un petit peu tout seul dans un village de, je crois que c'est 400 habitants, Pomerol, avec un maire qui voulait pas du tout entendre parler du projet, qui savait pas ce que c'était, comme 90% des gens je pense en 2008 quand ça s'est créé. Et puis il y avait aussi le Node qui est à Bordeaux qui existe vraiment, son ouverture était en 2012, mais le projet était déjà dans les cartons en 2010. C'était un petit peu les deux espaces comme ça qu'on commençait à créer la COP Tiers-Lieux. Parce que la région Nouvelle-Aquitaine et son service, ex-Aquitaine, et son service numérique se questionnaient sur la mise en place du télétravail pour leurs agents, puisqu'ils ont, j'imagine comme certains d'entre vous, beaucoup d'agents qui devaient subir les flux pendulaires entre la métropole et l'extérieur. Et ils avaient repéré l'Arrêt Minute dans des petits articles dans le Sud-Ouest ou d'autres journaux locaux. Ils se sont dit, tiens, ça c'est un modèle un peu intéressant qui pourrait nous permettre de localiser des télétravailleurs plusieurs jours par semaine. Et en fait, la région a trouvé les modèles vraiment intéressants et s'est dit, dans quelle mesure on peut, nous, développer éventuellement une politique publique pour soutenir l'émergence de ces lieux-là à l'échelle de la région, en sachant qu'il y a des bassins d'activités, des bassins de vie qui sont différents et qui génèrent donc tout un tas d'embouteillages et d'autres problématiques quotidiennes des travailleurs et de nos travailleurs au sein de nos équipes. Donc la région a été un petit peu le connecteur de l'Arrêt Minute et du Node, et puis à force de temps passé, ces trois acteurs-là sont partis un petit peu sur toute l'ex-Aquitaine rencontrer d'autres porteurs de projets qui avaient les mêmes ambitions, les mêmes projets, pour les aider à pas réinventer l'eau chaude tout simplement, partager leurs bonnes et leurs moins bonnes pratiques et les faire aller un petit peu plus vite et un petit peu plus efficacement sur le montage de leurs projets. C'est ainsi qu'est née la première fonction et la fonction historique de la coopérative Tiers-Lieux, qui est un réseau donc à l'échelle aujourd'hui de la Nouvelle-Aquitaine, puisque entre 2010 et 2013, on a accompagné, on a aidé à se structurer des dizaines et des dizaines de projets à l'échelle de l'ex-Aquitaine, à tel point que le consortium de départ est devenu de plus en plus grand, et les demandes étant de plus en plus nombreuses, on va dire, la petite équipe a décidé de se constituer en association. Donc c'est devenu une association de préfiguration d'une SIC dès le démarrage, en 2013, avec toujours des bénévoles uniquement en fait, au sein de la coopérative Tiers-Lieux à l'époque. C'était
des personnes, des entrepreneurs qui avaient leur mission, leur fonction et leur boîte à faire tourner, mais qui donnaient aussi beaucoup de temps pour les tiers-lieux. À tel point qu'en 2014, Marie-Laure Cuvelier et Lucie Légron, qui sont en fait les deux cofondatrices de la COP, m'ont vraiment posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue chacune nos activités individuelles, professionnelles, ou est-ce qu'on quitte ces activités et on se salarie à l'association qui existait depuis un an? Donc c'est le choix qu'elles ont fait, c'est de quitter leur structure. Elles étaient chacune indépendantes à leur compte et elles se sont salariées à la coopérative Tiers-Lieu pour continuer à soutenir l'émergence de projets comme ça à l'échelle de l'Aquitaine. Un an plus tard, moi j'ai rejoint l'équipe. Je connais bien le Node parce que j'ai été facilitatrice de cet espace à son ouverture entre 2012 et 2015. Dans le cadre de mes études, j'étais en alternance en fait entre mon master et le Node, et donc je les ai connues à ce moment-là, et puis elles m'ont repêchée à la fin de mes études et à la fin de mon contrat pro. Donc voilà, j'ai rejoint la petite équipe, on n'était que 3 au démarrage en 2015, et puis on est devenu une SIC en 2016. Et depuis 2016, et depuis globalement 2014, et qu'il y a des salariés pour faire fonctionner la structure, il y a une croissance assez impressionnante du nombre de tiers-lieux sur le territoire, puisque ça c'était vraiment la mission principale, c'était favoriser le maillage aquitain en tiers-lieux. Et puis vous n'êtes pas sans savoir, en 2016 la région est devenue plus grande, donc là on a eu une année en 2016 assez charnière pour faire avec les autres acteurs en Ex-Poitou et Ex-Poitou-Charentes et Ex-Limousin, faire aussi avec les politiques publiques qui étaient complètement différentes en fonction des régions, et puis essayer d'harmoniser tout ça, ou en tout cas d'avoir une stratégie de développement commune. Donc voilà pour notre première fonction, qui est une fonction réseau, dans laquelle on cherche à détecter en fait tout un tas de projets de tiers-lieux en cours, ou de tiers-lieux déjà ouverts mais qu'on n'aurait pas repérés. Et puis au-delà du côté détection, on cherche surtout à animer ce réseau et à accompagner les porteurs de projets. Donc tout ça, on le fait en partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine et l'Union européenne. On cofinance, nous 3 acteurs, on cofinance tout un tas de dispositifs d'aide à l'amorçage et à la création de tiers-lieux. Parce que vous le verrez après, la plupart des tiers-lieux sont portés par des associations, ou en tout cas des acteurs, des porteurs qui n'ont pas forcément les fonds au démarrage pour pouvoir se financer un accompagnement bien précis. Donc l'expérience nous a montré qu'il était temps de développer des dispositifs qui soient plus accessibles pour eux. Donc je ne rentrerai pas dans le détail des dispositifs, mais globalement on va du petit entretien conseil d'1 heure à l'accompagnement vraiment individuel de chaque projet, en passant par une forme d'incubateur collectif, ou alors des temps d'animation aussi, d'événementiel, des visioconférences à distance. Voilà, on développe vraiment de nombreuses actions tout au long de l'année qui sont gratuites pour les porteurs de projets, et dont l'idée est de leur permettre d'avancer et de structurer leur projet. Et derrière, on se demande souvent quel est votre modèle économique si vous proposez tout ça gratuitement. Eh bien, on a 2 autres fonctions qui sont donc une première fonction de laboratoire, à travers laquelle on analyse tous les ans, et je vais vous en montrer une partie juste derrière, on analyse un petit peu l'état de santé, je n'aime pas dire ça, mais c'est un peu l'idée, des tiers-lieux en région, et on sort un panorama annuel de ce que sont les tiers-lieux, quelle dynamique ils apportent sur leur territoire, et qui sont leurs publics, etc., etc. Et puis à travers ce labo, on a aussi développé un plan de recherche et développement depuis un petit peu plus d'1 an maintenant, avec l'agence Elix, pour ceux qui connaisseraient. Parce que le terme tiers-lieu devient un terme très à la mode, repris un petit peu partout, et par les collectivités, et par les grandes entreprises. Et on n'est pas toujours d'accord avec ce qu'on met derrière. On ne veut pas être détenteur de la définition du tiers-lieu, loin de là. Mais par contre, on sent un risque de dévoiement quand même avec toute cette mouvance-là. Et on avait envie de pouvoir affirmer un peu plus précisément notre vision à nous, qui nous est propre, du tiers-lieu. Donc voilà, on est sur ce programme de recherche et développement pendant encore au moins 1 année. On y inclut nos sociétaires évidemment sur toutes nos réflexions. Et puis dans le laboratoire, on vend aussi de la prestation de services, de la prestation intellectuelle à ces mêmes collectivités et ces mêmes grands comptes qui, eux, se rendent compte justement que parfois ils n'ont pas la culture tiers-lieu, et ils n'ont pas la dynamique et la démarche n'est pas intégrée dans leur ADN, et ils ne veulent pas faire des tiers-lieux à la place des habitants sur leur territoire, ou à la place
des futurs utilisateurs. Donc ils font appel à nous pour... nous, on vient faire l'interface un petit peu en fait entre la collectivité et les habitants d'un territoire. On vient détecter les aiguilles dans les bottes de foin à l'échelle d'une ville ou d'une Comcom pour identifier des personnes, qu'elles soient professionnelles ou non, hein, mais qui auraient envie et qui auraient besoin d'utiliser un tel lieu et qui auraient aussi envie de faire fonctionner ce lieu au quotidien et de rejoindre un collectif porteur et animateur de tiers-lieux. Ça, c'est pour notre fonction labo. Et puis après, on a une fonction école depuis quelques années maintenant. On a notamment une formation pilotée en tiers-lieu, puisqu'on s'est rendu compte, à force de rencontrer les porteurs de projets, et ayant été nous-mêmes dans la situation, que être facilitateur de tiers-lieu, donc facilitateur, c'est la personne qui coordonne un petit peu ces lieux, pour faire simple. Être facilitateur de tiers-lieu, ça veut dire être bon partout. Et en fait, c'est presque être dirigeant d'une entreprise. Nous, on a tendance à parler d'une entreprise de l'économie sociale et solidaire, parce que c'est dans ce champ-là qu'on se reconnaît et qu'on reconnaît les tiers-lieux. Donc ça s'improvise pas d'être dirigeant. Toutes les personnes ont comme nous un parcours et un bagage professionnel, mais qui ont bien souvent sur une spécialité. Donc voilà, nous on essaye à travers une formation de plusieurs mois de former les futurs facilitateurs à être de bons dirigeants de leur lieu. Et cette formation, on l'a également déployée sur Lille et sur Nantes. Bonjour. Sur Lille et sur Nantes, Lille cette année et Nantes à partir de l'année prochaine, parce qu'on avait de plus en plus de demandes un petit peu partout, et que notre maître mot, c'est de ne pas faire de hors-sol, que ce soit dans nos accompagnements ou dans nos formations. On fait plutôt avec les acteurs locaux et on essaye de coopérer ensemble et de trouver des modes de coopération qui vont convenir à tout le monde. Et ce que vous voyez derrière, c'est notre quartier génial, donc c'est notre tiers-lieu à nous, puisque on a fini par quitter nos lieux d'origine, entre guillemets, et on s'est dit, c'est un peu dommage quand même pour un réseau et des accompagnateurs de plus avoir les mains dans le cambouis, c'est pas logique. Donc continuons à expérimenter et à être confrontés tous les jours au quotidien à ce que c'est la gestion d'un lieu. Donc depuis 2 ans et demi maintenant, nous sommes à Floirac, dans un super bâtiment qui appartient d'ailleurs à Bordeaux Métropole. Et on l'a appelé donc le quartier génial. Voilà, je vous invite à venir le visiter si vous voulez. On fait une visite gratuite de 1h30 tous les mois. Ma prochaine, c'est le jeudi 19 décembre à 11h30. Il y a un petit lien d'inscription sur notre site, mais je vous donnerai ça après si ça vous intéresse. Et après, simplement un petit mot sur le Conseil national des tiers-lieux, qui est une structure nationale donc, qui a été créée en début d'année, en printemps 2019, à l'initiative du gouvernement, en fait, qui avait missionné l'année dernière la Fondation Travailler Autrement, sur l'étude justement de tous ces nouveaux lieux un petit peu hybrides et innovants à l'échelle nationale. Et donc le rendu de ce travail, ça s'appelle le rapport Mission Coworking, qui a été rendu en septembre 2018 et qui a donné lieu à une politique publique nationale depuis le mois de juin 2019 qui s'appelle AMI Fabrique de Territoire. Et donc c'est le Conseil national des tiers-lieux qui chapeaute cette AMI. Et il y a même une association nationale des tiers-lieux maintenant qui existe et dans laquelle nous avons un pied. Et donc pour rentrer dans le vif du sujet quand même, c'est quoi un tiers-lieu? Alors je ne vais pas faire une définition très universitaire, loin de là, mais simplement le troisième lieu, donc tiers-lieu, voilà, c'est le lieu à mi-chemin entre la maison et le lieu de travail. C'est un sociologue américain qui s'appelle Ray Oldenburg qui l'a conceptualisé dans un livre en 1989. The Great Good Place, c'est ça le nom de l'ouvrage. Donc l'idée c'est que c'est un espace qui est tout le confort de la maison, dans lequel on se sente bien et on puisse pousser la porte comme dans une maison. Et en même temps, un lieu dans lequel on retrouve aussi un confort d'entreprise avec des équipements adaptés pour. Donc vous l'aurez compris, on parle d'espace de travail partagé, mais nous, derrière travail, on ne met pas uniquement notre fonction de travail professionnelle, on met tout un tas d'autres choses. En fait, c'est le travail au sens activité. Donc dans les tiers-lieux, on a beaucoup de travailleurs, de salariés, d'entrepreneurs, d'indépendants, etc., de chefs d'entreprise. Mais on a aussi évidemment beaucoup de personnes qui viennent simplement tester des choses. On parlait de Fab Lab avec vous tout à l'heure dans l'ascenseur, mais voilà, dans les Fab Labs,
Il y a tout un tas de personnes qui viennent sur leur temps libre pour expérimenter, prototyper des projets qui leur tiennent à cœur sur leur temps personnel. On retrouve des enfants qui fréquentent des tiers-lieux. On parlait de coding goûté avec Simon tout à l'heure. Il y a beaucoup de tiers-lieux qui proposent des coding goûtés à destination des enfants. Voilà, le terme activité comme le terme travail, pardon, plutôt entendu comme activité. Pour nous, un tiers-lieu, c'est aussi surtout un projet collectif porté par plusieurs personnes. Alors il y a des tiers-lieux qui sont portés par une seule personne, mais on a tendance quand même à mettre un petit warning sur ce genre de modèle, puisque en fait, le projet ne tient plus qu'à une seule personne. Et donc le jour où cette personne-là a envie de changer d'aventure pour X raisons, le projet se casse la gueule en fait et met sur le carreau tout un tas d'utilisateurs qui trouvaient pourtant un réel intérêt à ce type de structure, alors que quand c'est partagé par un collectif, la vie du projet a priori est beaucoup plus longue. Et puis c'est un projet qui est plus facilement partagé, avec une prise de décision aussi qui est plus collective. Donc parfois, pas toujours, mais parfois c'est plus représentatif des utilisateurs qui sont dans ces espaces-là. On a tendance à dire que c'est des lieux qui permettent d'ouvrir ses chakras, parce qu'en fait, le fait d'être dans ces lieux-là, on rencontre dans les tiers-lieux des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés ailleurs. En fait, on croise d'autres mondes. C'est pour ça aussi qu'on pousse les porteurs de projets à éviter la thématisation de leur tiers-lieu, même si on en voit notamment en métropole, le Node, qui est spécialisé pour les professionnels du numérique, ou la Ruche, qui est plutôt spécialisée pour les professionnels de l'économie sociale et solidaire. Dans une métropole comme Bordeaux, où on compte plus de 40 espaces, ça a son sens. Par contre, dans un village de 400 habitants, comme je vous en parlais tout à l'heure, ça a beaucoup moins de sens. Voilà, l'idée, c'est vraiment de générer des frottements comme ça, des rencontres un peu improbables entre des gens. Et ça permet d'ouvrir tout un tas de nouvelles compétences, et même de connaissances, et même de compétences, je vous le montrerai par la suite. Voilà, et puis ce sont des lieux qui permettent de travailler différemment, puisqu'il y a généralement une espèce de notion de confiance qui se crée assez facilement, parce qu'on on teste sans aucun contrat, sans aucun objectif particulier, on teste nos relations avec nos voisins, et on décide d'aller plus loin avec eux sur un projet ou pas, mais en tout cas, il y a une facilité en fait, que l'on ne retrouve pas toujours dans d'autres espaces. Et pour rendre les choses un petit peu plus concrètes, on a découpé un peu le tiers-lieu par domaine d'activité, donc je ne vais pas tous vous les passer parce que sinon ce serait un petit peu long, mais par exemple les tiers-lieux d'activité et de service, on va retrouver dedans donc, les espaces de coworking, ça en général tout le monde connaît maintenant, mais vous me coupez si ce n'est pas le cas. Les espaces collaboratifs, les cafés associatifs, les boutiques partagées qui proposent en fait simplement une alternative au travail solo. Plutôt que de bosser tout seul dans ma cuisine, je vais partager un espace de travail et puis je vais pouvoir y mener mon activité, quelle qu'elle soit. On a le même rapport avec le tiers-lieu artisanal. Donc là, on retrouve les Fab Labs, les hackerspace, makerspace, les garages solidaires, on en a un super à Bordeaux. Les laboratoires textiles, pareil, on en a un génial à Bordeaux qui s'appelle Suelen et qui est maintenant situé à Bègles. Voilà, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller les voir et puis on peut en discuter après. Mais voilà, c'est mise en place d'équipements dédiés à la création et la modélisation textile. Et puis ça va bien au-delà des équipements, il y a tout un tas d'ateliers et de sensibilisation qui vont derrière. Voilà, atelier partagé, Ripper Café. Atelier partagé, il y en a un qui est assez connu, qui a ouvert cette année, qui s'appelle La Planche à Saint-Michel, dans lequel les professionnels autour des métiers du bois peuvent venir exercer leur métier. Mais le tiers-lieu accueille également des particuliers qui voudraient venir fabriquer des petits objets et apprendre à utiliser des machines. Voilà, le nombre d'exemples est vraiment infini et chacun a ses spécialités. Mais j'essaye quand même d'illustrer un petit peu ce concept qui peut parfois être un peu flou. Et puis après, on va trouver des tiers-lieux agricoles aussi, donc c'est exactement la même chose. Pardon. Dites-moi. Hackerspace, oui. Alors, Hackerspace, ce sont des espaces un petit peu comme dans les Fab Labs, sauf que c'est plutôt le pendant laboratoire scientifique où on va tester. Alors, c'est pas du tout mon domaine, hein, je vais rester à un niveau d'information assez basique. Mais l'idée, c'est de tester et d'observer tout un tas d'éléments naturels, des bactéries, que sais-je, et de faire
des expériences qu'on n'a pas forcément le droit de faire en laboratoire parce que il y a souvent les laboratoires sont privés ou alors publics, et dans ces cas-là il y a un cadre un petit peu trop rigide qui empêche certaines expérimentations. Et l'idée des hackerspace et makerspace aussi, c'est justement de pouvoir tout tester et de hacker un petit peu. Enfin, le terme hacking parle à tout le monde, j'imagine. Voilà, c'est un peu bousculer les codes et puis tenter des interdits, on va dire. Voilà, c'est ça les hackerspace. Avec plaisir. Et donc les tiers-lieux agricoles, alors ça, nous, dans notre programme de recherche et développement, on creuse de plus en plus cette question. L'idée, c'est, dans les espaces de coworking, on partage une connexion Internet, une table et une machine à café, pour rester très basique, même si ça va bien au-delà. Et bien dans les tiers-lieux agricoles, on partage des terres, on transmet des savoir-faire aux uns et aux autres, et puis on en reçoit nous aussi. On partage des cultures et surtout on travaille en coopération avec tout un tas d'autres acteurs locaux, comme dans les autres lieux que j'ai cités juste avant. Voilà, il y a des créations de conserveries par exemple, on va travailler avec des restaurateurs locaux, on va aller vendre nos produits sur le marché avec d'autres coworkers qu'on aurait rencontrés dans notre tiers-lieu agricole. C'est vraiment un concept encore beaucoup moins formalisé et structuré que ceux que je vous ai cités juste avant, et donc nous on réfléchit de plus en plus à ces lieux-là et on les étudie surtout de plus en plus. Et puis après il y a des tiers-lieux éducatifs aussi. Il y a quelques lieux en Nouvelle-Aquitaine qui sont situés dans des universités. L'idée c'est de créer du lien entre les étudiants, le corps enseignant et puis évidemment l'extérieur, permettre aux étudiants d'avoir un pied très concret dans le monde de l'entreprise, avec tout un tas d'activités, d'animations, et évidemment la possibilité de pouvoir y travailler. Pour les étudiants, commencer à monter leurs entreprises si c'est un souhait, et pour les entrepreneurs, venir aussi dans ces espaces-là mener leur activité et être en lien avec le monde éducatif. Voilà les tiers-lieux recensés en mai 2019. Alors je mets un bémol entre guillemets. Cette carte elle est coproduite donc par la coopérative Tiers-Lieux et la région Nouvelle-Aquitaine. Et la région Nouvelle-Aquitaine, dans sa politique publique qui s'appelle AMI Tiers-Lieux, si ça intéresse certains, la région Nouvelle-Aquitaine finance les espaces de coworking, ateliers partagés et Fab Lab. Donc sur cette carte, il n'y a que les ateliers partagés, Fab Lab et espaces de coworking. Tout ce qui est terres agricoles, etc., on ne les a pas cartographiés. Mais en revanche, je vais vous montrer par la suite, on a pu en identifier déjà quelques-uns sur le territoire. Donc là, il y en a 231. Aujourd'hui, il y en a 250. Je tiens un jour ma base de données, on est plutôt sur 250 ouverts. Cette année, il y a 5 ou 6 tiers-lieux qui ont fermé quand même, c'est à noter. Et donc tous les ans, chaque année, on fait cette cartographie. Chaque année, il y a de plus en plus de tiers-lieux. C'est pas une surprise, mais voilà, pour vous donner une idée, donc quand on a démarré en 2009-2010, on était 2, comme vous avez pu le comprendre dans mon récit, et aujourd'hui on a plus de 230 tiers-lieux, c'est quand même chouette. Donc l'objectif de maillage territorial que l'on portait au tout démarrage, je pense qu'il commence à être plutôt bien atteint. Maintenant, on est vraiment, nous, sur tester des outils et des formats d'accompagnement qui vont permettre la pérennisation de ces tiers-lieux-là. Donc on essaye aussi des partenariats avec des têtes de réseau. Je vous parlais de la MONA tout à l'heure, le réseau des offices de tourisme en région Nouvelle-Aquitaine. Là, on est en train de lancer un appel à initiative avec... on lance, nous, Coopérative Tiers-Lieux, un appel à initiative auprès des tiers-lieux du réseau qui voudraient mettre en place une offre touristique au sein de leur lieu, parce qu'il y en a de plus en plus qui sont vraiment atypiques, et dans des petits villages notamment un petit peu touristiques, ça peut être vraiment intéressant. Donc on tire ce fil-là par exemple. Mais il y en a plein d'autres, j'en parlerai après si vous le souhaitez. Voilà notre fameux panorama des tiers-lieux en Nouvelle-Aquitaine. Donc cette année, sur les 231 tiers-lieux qu'on a recensés, il y en a 206 qui ont répondu. Donc généralement, il y a vraiment des bons retours. C'est très représentatif en fait du nombre de lieux en Nouvelle-Aquitaine. Donc pour rentrer un peu plus dans le concret, en Nouvelle-Aquitaine, c'est 172 espaces de coworking, une trentaine de Fab Labs, quasiment autant d'ateliers partagés. Et donc cette année, on a compté 10 terres agricoles. Donc c'est du déclaratif, c'est les tiers-lieux eux-mêmes qui viennent remplir un grand recensement. L'implantation en Nouvelle-Aquitaine, alors sans surprise en Gironde on en a énormément. Comme je vous le disais tout à l'heure, en métropole c'est plus d'une quarantaine sur toute la métropole. Après, comme vous le voyez aussi, en Corrèze, c'est pas folichon.
Il y a plein de raisons à ça, mais notamment politiques en fait. Voilà, vous le verrez de plus en plus dans la présentation, mais c'est comme ce sont des projets vraiment ancrés dans leur territoire, le lien avec les politiques, les collectivités nous semble vraiment essentiel. Et quand il n'est pas là, ça freine un petit peu l'ouverture de certains projets. Donc nous, là, on est en train de mener des actions un petit peu plus poussées sur la Corrèze pour faciliter l'ouverture de lieux là-bas. Et donc là, c'est peut-être un peu surprenant, mais la grande majorité des tiers-lieux en Nouvelle-Aquitaine sont situés en milieu rural, en fait. On a 40% d'entre eux cette année, l'année dernière c'était 36%, donc ça augmente de plus en plus. 24% d'entre eux sont situés ici sur la métropole bordelaise, et les 36% restants sont en agglomération. On a voulu regarder un petit peu de plus près les statuts versus les territoires. Donc 57% des lieux qui sont montés en... Non, il y a 57% de tiers-lieux qui sont portés par des associations, et parmi elles, 48% sont situés en milieu rural. Il n'y a que 15% d'associations qui portent des tiers-lieux en métropole. Je peux citer le Patio Bousca, la Loco à Pessac et le Node à Bordeaux, mais il y en a d'autres, mais c'est ceux qui me viennent en tête. Et 37% d'associations qui sont situées en agglomération. Et après, les statuts privés de type SAS, URL, SARL sont majoritairement situés ici dans la métropole. Et puis ensuite, on en a 26% en agglo et 22% en milieu rural. Donc vous voyez quand même qu'il y a un petit pourcentage de tiers-lieux qui sont portés uniquement par des institutions publiques. Un pourcentage aussi intéressant avec un mix justement de portage associations, collectivités ou associations privées. Et puis encore trop peu de coopératives, mais ça va venir, et quelques universités. Souvent, nous, on préconise au tiers-lieu de se monter d'abord en association, parce que déjà c'est plus facile, c'est plus souple, mais de marquer dans leur statut que c'est une préfiguration de SIC, et qui passeront dans 1 an, 2 ans, 3 ans, quand le projet aura pris de l'ampleur et du volume avec des acteurs locaux. À ce moment-là, le passage en SIC pourra se faire. C'est souvent monter un peu en charge, en fait. Donc on a quand même pas mal, je les ai pas étudiés, mais on a quelques tiers-lieux sur la région qui prévoient de passer en SIC dans les années à venir. La plupart les espaces, les tiers-lieux en Nouvelle-Aquitaine sont situés en moyenne à 10 km du domicile de leurs utilisateurs. Donc c'est-à-dire que les gens parcourent en moyenne 10 km pour aller dans leur espace de travail partagé. Je pense que, étant donné le côté très rural, ça explique le chiffre de droite. La majorité des personnes prennent leur véhicule, 63%, pour se rendre dans leur tiers-lieu. Cette année, on n'a pas étudié le rapport rural-urbain et véhicule-vélo, mais ce que j'ai pas précisé, c'est que ces données, ce panorama, on le fait tous les ans auprès des tiers-lieux. Mais cette année, exceptionnellement, on a questionné les utilisateurs. Et donc ces données-là, elles viennent du sondage utilisateur. Et sur ce sondage, on a 182 personnes de mémoire qui nous ont répondu, et qui sont issues de 64 tiers-lieux différents. Donc là, c'est pareil, c'est quand même assez représentatif pour une première. Donc voilà, c'était une première cette année, et ça nous permet de nous dire l'année prochaine on pourra poser telle ou telle question pour être un peu plus précis. Et le coût moyen déboursé par un utilisateur dans un tiers-lieu en région, c'est 125 € par mois pour un espace généralement qui lui est dédié. Mais bon, c'est tellement varié en fonction des offres qu'on n'a pas la précision sur cette donnée-là. En termes de métiers et de compétences exercées pour faire fonctionner le tiers-lieu, hein, pas dans le tiers-lieu, mais pour faire fonctionner le tiers-lieu, je vous parlais tout à l'heure de dirigeants d'entreprise, on est un petit peu là-dessus quand même, parce que vous voyez, ça va du facilitateur au libraire. Donc il faut être bon partout, je le redis. Mais principalement quand même, c'est des compétences de facilitateur, coordinateur, directeur. De chargé de communication, il y a un énorme travail de communication à faire. Assistant administratif, chargé d'animation, chargé de projet de production, médiateur numérique, et puis après médiateur culturel, animateur, il y a tout un tas d'autres compétences, je ne rentrerai pas dans le détail, mais globalement ça tourne autour de la gestion de projet et de la direction d'une structure. Et donc l'autre donnée qui est intéressante, c'est sur le type de ressources. Alors, il y a près de 3700 personnes qui se mobilisent dans les tiers-lieux tous les ans, majoritairement bénévoles, hein, il y en a 2415 qui sont bénévoles dans les tiers-lieux en Nouvelle-Aquitaine,
Mais on note de plus en plus de salariés. Donc il y a 195 salariés en CDI dans les tiers-lieux. On ne sait pas si c'est mi-temps, temps plein ou pas, hein, on n'a pas précisé. Il y a 74 salariés en CDD. Et puis ensuite, il y a 51 volontaires en service civique et 94 stagiaires. Mais ça se professionnalise et ça, c'est vraiment important de le montrer parce qu'il y a encore 4 ans, on n'aurait pas du tout eu ces chiffres-là. Je les ai plus en tête, mais on les aurait pas eu. Les sources de financement, c'est souvent la question qui coince, mais pas tant finalement. 74% des ressources des tiers-lieux sont générées par la location des espaces de travail. Voilà, son abonnement mensuel pour utiliser son espace. Les adhésions et les cotisations pour 67%. Les subventions pour 52% des tiers-lieux quand même. Et puis après, les contributions des utilisateurs, les revenus qui proviennent d'ateliers, des ventes de produits aussi, puisqu'on a parlé beaucoup de boutiques tout à l'heure, mais voilà, il y a beaucoup de tiers-lieux qui hébergent une petite fonction boutique. Et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la collectivité qui aide le plus les tiers-lieux, c'est la région, et c'est aussi parce qu'elle a cette politique publique en place depuis 2012, mais aussi la commune et les communautés de communes ou d'agglomération. Et puis un petit peu moins les départements, l'État, l'Europe et les pays, parce que justement, peut-être parce que les autres font déjà beaucoup, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà quels sont les chiffres sur la région. Les tiers-lieux sont des projets de territoire à part entière. Je vous le disais aussi tout à l'heure, il y a de plus en plus de collectivités qui veulent soutenir les initiatives sur leur territoire de manière complètement différente. Ça va de la subvention à la mise à disposition d'un local, ou alors en passant par des petites actions de communication, etc. etc. Et donc, en milieu rural, les tiers-lieux ont beaucoup de relations avec la collectivité. Ils ont même des projets ensemble pour 30% d'entre eux. Beaucoup de relations qui durent, ou même un peu régulièrement, mais en rural en tout cas c'est rare que le tiers-lieu n'ait pas du tout de relation avec la collectivité. Alors qu'en métropole, à l'inverse, c'est souvent ce qui se passe en majorité. Plutôt pas de relation, ou un tout petit peu au démarrage, mais moins de tiers-lieux qui ont des projets communs avec la commune, avec la collectivité, pardon, ou des relations stables. Et puis en agglomération, on est un peu sur l'entre-deux en fait, même si ça se rapproche plutôt du modèle rural. Donc qui sont les utilisateurs des tiers-lieux pour rendre les choses encore plus concrètes? Majoritairement des indépendants, hein, mais de plus en plus de salariés, 27% de salariés, c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a 2 ou 3 ans, encore une fois, on n'en était pas sur ces chiffres-là, on était plutôt à 3% de salariés dans les tiers-lieux. Il y a eu une espèce de, je sais pas, je trouve pas le terme que je cherche, mais de prise de conscience peut-être, ou de démocratisation du télétravail notamment. En fait, souvent, pour certains employeurs, le fait de faire travailler leurs salariés dans les tiers-lieux, ça génère un facteur confiance supplémentaire plutôt que de les laisser travailler chez eux avec le risque qu'ils se dispersent sur des lessives ou des trucs ou des machins. Le tiers-lieu, c'est vraiment l'outil professionnel qui met en confiance les employeurs. Voilà ce que je peux vous dire sur les profils d'utilisateurs. Ensuite, en termes de domaine d'activité, alors majoritairement dans le service, et après, malheureusement, on est sur 19% de autres, donc on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mais voilà, vous voyez, tous les secteurs d'activité sont quand même représentés, donc ça c'est assez intéressant aussi. Majoritairement, les personnes qui travaillent dans les tiers-lieux travaillent également dans des structures de moins de 6 salariés. Donc c'est aussi des outils qui sont intéressants pour ces petites structures-là qui n'ont pas forcément les financements pour se payer des gros bureaux, des locaux juste pour eux. Donc les tiers-lieux sont des bons outils. Et puis parfois c'est aussi un choix évidemment de partager son espace avec d'autres. Mais quand même quelques utilisateurs de tiers-lieux qui bossent dans des structures un petit peu plus conséquentes de 24 salariés et plus. Oula, pardon. Et donc en termes d'usage, en fait, c'est assez intéressant de voir que les utilisateurs viennent autant ponctuellement que de manière permanente. Enfin, quasiment. 44% d'utilisateurs ponctuels et 56% d'utilisateurs permanents. Donc il y a une espèce de flexibilité dans les tiers-lieux pour les utilisateurs qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres types d'espaces. Et pour Lucie Légron, qui est la cofondatrice de la coopérative Tiers-lieux, c'est un peu ce qui s'est passé. Elle avait un statut qui lui permettait pas de rentrer dans une pépinière, qui lui permettait pas non plus, enfin en tout cas des financements qui lui permettaient pas de se prendre des locaux juste pour elle. Et donc ayant marre de travailler dans sa cuisine,
elle a décidé d'ouvrir un lieu à plusieurs, 6 ou 7 autres personnes avec qui elle travaillait de temps en temps sur des projets ponctuels. Et donc ce côté flexibilité, c'est vraiment quelque chose de très très important pour nous. Et la région, d'ailleurs, ça fait partie de ses critères d'attribution des financements, c'est vraiment une flexibilité dans l'offre et la possibilité de partir à tout moment de l'espace si on en a besoin ou si on n'a plus de raison d'y être, quelle qu'elle soit. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait parfois des espaces qui demandent 1 mois ou 2 mois de préavis, hein, mais en tout cas il y a une flexibilité qu'on n'aura pas dans un bail 369 classique ou même en pépinière par exemple. Voilà, et puis les utilisateurs fréquentent leur espace de manière extrêmement variable, hein, en majorité ou à mi-temps. Même s'il y en a évidemment qui font du temps plein ou du quasi-temps plein. Donc c'est, comme les entrepreneurs sont le public le plus représenté dans les tiers-lieux, ça va de soi que les offres enfin ça va de soi, pas forcément, mais en tout cas les offres que l'on trouve dans les tiers-lieux sont structurées pour aider les entrepreneurs. Donc dans les usages et les activités, je ne rentrerai pas dans le détail, mais par exemple, il y a 13% des tiers-lieux qui mettent à disposition un studio photo, vidéo pour leurs utilisateurs, donc ça c'est intéressant de voir qu'il y a de la mutualisation d'outils aussi au sein même des lieux. Pour 35% d'entre eux, il est possible de laisser des affaires dans des casiers sécurisés et 21% proposent des espaces de stockage. Ça c'est pareil, ça facilite quand même le quotidien des utilisateurs. Et puis surtout, ce qu'on a remarqué depuis déjà l'année dernière, c'est qu'il y a 4 services annexes proposés dans les tiers-lieux qui reviennent tout le temps. Donc il y a l'accompagnement à 42%, pour 42% d'entre eux, la domiciliation d'entreprise pour 33% d'entre eux, une offre artistique et culturelle pour 39% d'entre eux. Donc là, on sort du champ un peu extrêmement professionnel, mais c'est ça qui est hyper intéressant, c'est de voir qu'on ne fait pas que du pro dans les tiers-lieux. La formation professionnelle pour 20% des tiers-lieux et la médiation numérique pour 23% des tiers-lieux. Donc on étudie en fait ces 4 champs: accompagnement, offre artistique et culturelle, formation professionnelle et médiation numérique dans notre panorama cette année. Je ne rentrerai pas dans le détail non plus parce que le temps est compté, mais ce sont des briques d'activité vraiment très présentes dans les lieux. Et donc par exemple sur l'accompagnement dans les tiers-lieux, en milieu rural, il est beaucoup plus présent qu'en métropole, ce volet-là, ce service-là. Pour la formation professionnelle dans les tiers-lieux, c'est pareil. En milieu rural, on retrouve 55% des tiers-lieux qui la proposent, contre 13% ici en métropole. La médiation numérique, c'est toujours pareil, 43% et 43% en agglo ou en rural, et 14% en métropole. Et l'offre artistique et culturelle, là, elle explose aussi en milieu rural, avec 56% des tiers-lieux qui la proposent. En milieu rural, pardon. Donc je voulais juste vous faire un petit focus sur le volet accompagnement, parce que c'est ce qui concerne directement les entrepreneurs. Dans les tiers-lieux, c'est plutôt de l'accompagnement individuel auprès de personnes qui sont en création d'entreprise et sur des thématiques évidemment qui concernent l'entrepreneuriat. Donc de manière plus précise, les thématiques qui sont abordées dans les tiers-lieux sur le volet accompagnement, c'est d'abord de la mise en réseau et de l'aiguillage avec d'autres acteurs locaux. Ensuite, c'est du montage de projets individuels. Ensuite, c'est de l'aide à la création d'entreprises et de l'aide au pilotage et à la prise de décision. Les formats qui sont proposés autour de l'accompagnement, on a beaucoup d'accompagnement individuel, majoritairement, à 69%. Il y a également de l'aiguillage vers d'autres structures qui savent accompagner. L'idée des tiers-lieux, c'est de ne pas refaire ce qui existe déjà chez le voisin, en fait. C'est plutôt de venir combler des manques, être complémentaire avec les acteurs locaux. Donc c'est évident qu'il y ait un chiffre aussi fort sur de l'aiguillage. Ou alors, si c'est pas de l'aiguillage, ça va être beaucoup de partenariats avec des structures d'accompagnement locales au sein du lieu, par exemple. Et puis, quand même, ce qui est intéressant dans les tiers-lieux, c'est d'être à côté de gens qui ont des compétences transversales aux nôtres, complémentaires. Donc, il y a quand même des ateliers de pair à pair ou des temps de co-développement qui sont mentionnés aussi dans les réponses. Et carrément des mises à disposition de compétences des utilisateurs du tiers-lieu aussi, sous la base de tutorat par exemple. Les personnes principalement accompagnées, comme je vous l'ai dit, c'est les personnes en création d'entreprise à 67%, mais également des indépendants à 49%, ou des personnes en recherche d'emploi à 37%. Il y a un côté un peu accueil de tout type de public dans les tiers-lieux qui nous tient vraiment à cœur. Donc ça confirme un peu cette tendance-là et cette démarche de voir qu'il y a autant de types de personnes qui sont accompagnées dans les lieux. Ça veut dire qu'elles peuvent pousser la porte et qu'elles auront des réponses a priori à leurs questions et leurs besoins.
Et donc vous me direz, oui, c'est bien beau, tout ça, il y a plein de choses qui émanent des porteurs de projets de tiers-lieux, mais est-ce que ça a des réels impacts sur les utilisateurs? En tout cas, nous, c'est la question qu'on s'est posée, parce qu'après plusieurs années de Panorama à demander aux tiers-lieux ce qu'ils en pensaient, et encore une fois, c'est du déclaratif, on s'est dit, tiens, cette année, est-ce qu'on n'irait pas poser directement la question aux principaux concernés? Voilà, entre l'intention de départ et ce qui se passe concrètement, est-ce qu'il y a un gap? Et a priori, pas tant. Donc, par exemple, 66% des utilisateurs qui ont répondu au sondage estiment que le fait de fréquenter leur espace de travail partagé leur a permis d'augmenter leur chiffre d'affaires. Ça représente en moyenne 9 500 € d'augmentation de chiffre d'affaires par an. Par ailleurs, ils sont 70% à estimer que la fréquentation de ces espaces leur a permis d'élargir leur réseau personnel et amical. Ça, c'est aussi une donnée extrêmement intéressante pour nous, on s'en doutait, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Oui, c'est un outil de travail, mais loin de là, c'est pas uniquement ça. Et on peut créer des vraies relations avec nos vrais faux collègues. Donc on élargit aussi son réseau professionnel, évidemment, à 59%. On améliore sa qualité de vie au travail à 64%. Et après, finalement, le développement économique de son activité, ça vient en tout dernier à 30%. Mais quand même, ça a un impact puisqu'on l'a vu juste au-dessus. Et puis, il y a des vraies synergies, comme je vous l'ai dit en introduction, et des vrais temps collectifs qui se créent, puisque 42% des utilisateurs coopèrent entre eux de temps en temps, sous-entendu plusieurs fois par an. Et il y a même 20% d'entre eux qui coopèrent régulièrement. Donc on va le voir juste après, ça peut prendre des formes complètement différentes, mais majoritairement c'est de manière informelle, sans projet particulier. Je bloque sur un truc en ce moment, et ben plutôt que de rester bloqué, je me lève et je vais voir mon voisin qui a priori peut répondre à ma question, et ça permet de débloquer la situation. Mais ça peut aller beaucoup plus loin, puisqu'il y a 37% des utilisateurs qui déclarent porter un projet, enfin coopérer sur un projet qui porte. Et, pardon, et même 23% qui portent conjointement un projet. Ça, on le voit assez souvent, des utilisateurs qui finissent par s'associer entre eux en fait, et créer des structures ad hoc. Et la nature de ces coopérations est principalement non monétaire, puisque pour 88% des coopérations, il s'agit d'échanges d'informations et de connaissances. Ensuite, pour 56%, il s'agit d'apports gracieux en compétences. Donc là, ça va être des petits coups de main ou des participations bénévoles à des projets. Et 20% sont des échanges monétaires avec du salariat ou de la sous-traitance, co-traitance, etc., etc. Merci. Retrouvez et suivez le C2D sur son site internet et les réseaux sociaux.